Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno des Affaires Brassica. Comment ça va tout le monde? Écoute, on est presque notre 400e podcast qui s'en vient. C'est vraiment beaucoup de ce qui est arrivé depuis qu'on a commencé. J'espère que vous allez bien. Le mois de février s'en vient. Beaucoup sans alcool qui s'en vient, bien sûr. On commence déjà à recevoir beaucoup de bouteilles, des canettes chez nous. Oui, on va en parler, don't worry, on a quelques affaires qui s'en viennent. Bien sûr, Baron Mag continue à couvrir les événements qui s'en viennent, que ce soit la bière sans alcool, la distillerie, tout ça. Puis, bien sûr, si vous avez des questions, abonnez-vous à notre Infolette Pro. Puis on recommence en mois de février. On a beaucoup d'articles qui s'en viennent, que ce soit pour les kegs, comment mettre votre bar, comment mettre en place un programme d'alcool, un programme de cocktail. Et c'est une des raisons que je veux parler avec notre invité ce matin. Pour ceux qui ne connaissent pas Bull Whisky Gastronomie, quand vous êtes dans la microbrasserie, chez Manu, parce que, comme vous savez, nous autres, ça fait longtemps que je parle au monde des microbrasseries, puis il y a des bars. C'est l'importance d'avoir un bon programme de cocktail, parce que, comme vous savez, on ne cache pas, souvent, dans les microbrasseries, quand je parle avec eux autres, ça représente des fois 35 à 50 de leur vente. De plus en plus, comme vous savez, le monde va dans les bars, vont dans les restaurants, tout ça. Puis, avant de boire deux, trois bières, des pintes, ils veulent essayer des cocktails. Moi, je suis un des premiers gars qui vont à des festivals de bière. Je vais aller boire des cocktails parce que je trouve que c'est un univers qui se mélange bien. Et bien sûr, avec le sans-alcool qui s'en vient de plus en plus, des mocktails, tout ça. C'est important d'avoir la perspective du marché. Et la raison que de parler avec Bully Whisky Gastronomie, avec Yann Latouche, qui est président de cet événement-là depuis 10 ans, c'est que pour moi, c'est peut-être un événement, vraiment, c'est très B2B, grand public, B2C, grand public, mais c'est très B2B comme événement parce que c'est vraiment la place qu'on commence l'année. Qu'est-ce qui se passe dans les spiritueux, tout ça. Puis la beauté d'avoir 10 ans dans ce festival-là, c'est qu'il a vu venir, c'est quand tout le monde tripait sur quelque chose. Maintenant, ça change, les canettes, tout ça. Comme vous savez, moi, je suis un grand fan de la mot liquide et tout ça qui s'en vient de plus en plus. Puis, je voulais parler avec lui un petit peu de qu'est-ce qui se passe dans ce marché-là. Puis, bien sûr, l'importance d'avoir, c'est de penser à les brasseurs, mais pas seulement aussi les distillateurs, les restaurants, tout ça, d'avoir un beau programme de cocktails. Ça va, M. Yanatouche, comment ça va? Très bien, merci de l'invitation, je suis honoré. Ben écoute, number one, félicitations pour les 10 ans, man. C'est un événement que j'ai jamais été, by the way. Je sais que je dis à tout le monde d'y aller, mais je ne vais pas. J'essaie tout le temps, mais c'est tout le temps dans un moment où je suis pas en voyage vers comment ça s'appelle ça, que ce soit aux États-Unis ou en Ontario pour des affaires. On va essayer de faire un petit tour cette année, on va essayer. Euh, Number one, peux-tu me parler un petit peu d'où ça sort l'idée de Bulle Whisky et Gastronomie? Femme. Hein? C'est ça? Longue histoire courte. Moi, dans mon ancienne vie, j'ai été DJ, puis pour moi, le monde du whisky, c'était les shooters qui me rendaient malade. Fait que j'aimais vraiment pas ça. Puis OK. vers 35, là, j'ai 47 ans, puis quand j'ai eu 35 ans, je commençais à expérimenter un peu le monde des scotch et des whisky. Puis je trouvais que finalement, comme il y avait un bel univers à développer là-dedans, il y a tout le côté collection, tu crées une librairie, un peu de produits, parce qu'à Ouais. chaque fois, tu achètes une bouteille, tu as minimum 26 moments de bonheur dedans. C'est pas comme une bouteille de vin ou une canette de bière, peu importe que quand tu vas l'ouvrir, tu vas la terminer. Fait que j'aimais ce volet-là. Puis à mes 35 ans, ma blonde, elle a fait venir à Québec le président de Québec Whisky, Patrick Bourassa, OK. qui était son collègue de travail. C'est Belle Canada à l'époque. Et on était trois couples d'amis. C'était le fin printemps, début d'été. On était chez moi dehors, la piscine, le soleil. On a mis du bon beat sur la terrasse. Puis là, Patrick est arrivé avec une quinzaine de bouteilles, habillé en kilt. Il avait amené des bulles pour les filles, parce que les filles disaient, nous autres, qu'est-ce qu'on va boire? Ça nous tente peut-être d'en goûter un ou deux whisky, mais pas nécessairement les bulles. Alors, cette journée-là, on a vécu une dégustation de bulles et whisky dehors, au soleil, avec du bon beat, avec un conférencier qui était jeune, qui était dynamique, qui était pas en veston-cravate. Donc, je me suis dit, si les salons de dégustation devenaient un peu ce genre d'ambiance-là, moi, mon ancienne vie aussi, j'ai dirigé longtemps la boîte de nuit d'Agobert sur Grande Allée, avec le mode festif, le mode très rassembleur, j'aime ça. Et je trouvais dans les salons de dégustation, souvent, il manquait cette dynamique-là, parce que tu avais des belles expériences, oui, de dégustation, mais on était un peu comme un numéro qui passait d'une table à l'autre. Il n'y avait pas d'ambiance, les lumières trop éclairées, trop de bas bruns. Donc, cette journée-là, ben, on ne savait pas, mais on vivait la première édition de ce qui allait devenir Bull Whisky et OK. compagnie dans le temps, qui est devenu Bull Whisky Gastronomie avec les années. Donc, on
on ne veut pas dire un salon, c'est un événement de dégustation, qui est un festival aujourd'hui, où est-ce qu'en plein centre, il y a un DJ qui va avoir l'interdiction de vous faire danser, mais il peut vous faire shaker le popotin. On va avoir des prestations musicales, compétitions de mixologie, mais tout ça dans une ambiance où est-ce qu'on utilise des LED, on va créer finalement un mindset pour les clients, pour qu'ils soient ouverts d'esprit, qu'il y ait du plaisir, ce qui fait que le B2B se retrouve parce que c'est un événement qui attire de la belle clientèle. Quand je dis de la belle clientèle, c'est pas pour être en disant qu'il y en a qui sont pas beaux, il y en a qui sont belles, c'est plutôt la clientèle qui est intéressée, mais aussi de la clientèle qui va venir à l'événement parce que c'est trendy, parce qu'on sait qu'on va avoir un beau moment. Tu sais, je ne sais pas ton âge, mais moi, j'ai dit le mien à 47, puis je ne sors plus vraiment dans les bars comme j'ai sorti dans le passé. Par contre, d'avoir quelques événements dans l'année que je cible, ou est-ce que je sais qu'avec quelques amis, on va retrouver un peu notre plaisir d'antan, mais dans le mode de ce qu'on aime aujourd'hui, ben c'est ça, le whisky et gastronomie. Fait que voilà, c'est 10 ans cette année. On a starté ça en 2015. Là, bien fiers. Fait que voilà, c'est ma femme qui est l'instigatrice de tout ça. C'est toujours comme ça, c'est eux autres qui nous donnent le courage de faire de la folie. Ouais. La beauté de ton événement, comme je disais au début, c'est que c'est un événement où c'est le début de ce qui se passe au Québec, dans la cité au Québec. Ça veut dire que qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui s'en vient pas, qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui va marcher pas. Toi, qu'est-ce que dans 10 ans, qu'est-ce que tu as vu aller des changements que tu as eus? Parce que c'est sûr qu'il y a 10 ans, on commençait la force de Québec d'avoir des distillateurs locaux. Maintenant, ils sont tous en train de crasher, avec tout ce que tu sais, qu'est-ce qui s'en vient, tout ça. En avril, je m'en vais à l'Union des distillateurs du Québec pour discuter qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'en vient là-dedans. En 10 ans, quand tu as commencé, toi, c'était comment? Est-ce qu'il y avait beaucoup plus de international, moins de locaux? Bien sûr, il y a 10 ans de ça. Disons, ça a commencé tranquillement. C'est comment il y a 10 ans? C'était très timide, en fait. Même, je pourrais reculer. L'événement, on a commencé à le travailler il y a une douzaine d'années. Puis à ce moment-là, à part Ongava qui était disponible, le gin Ongava qui était disponible dans quelques restaurants un petit peu plus huppés, qui faisaient l'éloge de les herbes aborigènes québécoises du Grand Nord. Il n'y avait pas grand-chose. Tranquillement, la distillerie du Saint-Laurent est arrivée. Donc, quelques joueurs, mais c'était très, très underground encore, la scène des distilleries locales. Mais par contre, quand on a starté ça en 2015, je ne me souviens pas exactement le nombre, mais je pourrais dire qu'on devait peut-être avoir 3 ou 4 distilleries locales. Quand même. Versus, puis tu sais, ce qui est important de savoir, c'est que Bulle Whisky et Gastronomie, c'est un salon de bulles et spiritueux. On ne s'est jamais arrêté uniquement au whisky. C'est un peu comme un brand. La bulle représente le côté festif, un peu plus girly, puis le whisky, tu sais, pour être préjugé, plus business, mâle, mais ça reste un brand. À la fin de la journée, quand tu viens à l'événement, tu as de la tequila, tu as des mezcal, tu as des rhums, tu as tout le monde des spiritueux et des versions cocktail, dégustation aussi. Et évidemment, les bulles, mais on ne touche pas au vin plat. La bière, c'est un kiosque par édition parce qu'on veut que les gens quand même puissent avoir des options de bière, mais on ne veut pas compétitionner les festivières ou les autres événements comme ça. On a pris notre niche. Ce qui fait que l'année 1, majoritairement, c'était, oui, beaucoup des agences de représentation qui avaient des produits internationaux. Puis on voulait déjà faire la place au local, mais c'était tellement encore... embryonnaire, pas mal. Ouais. Embryonnaire, oui, merci pour le terme. C'était vraiment embryonnaire, mais on sentait que ça s'en venait. Les permis commençaient à être délivrés, il y avait de l'argent qui s'investissait, on entendait parler déjà dans le milieu que ça va popper, ça s'en vient. On n'entendait pas encore dire il va en avoir trop. On n'était pas là. C'était comme l'émergence. Tout d'un coup, il y avait un nouveau marché qui s'ouvrait. Puis une forme de fierté aussi par la clientèle, de dire oh wow, OK, on est capable de faire ça. Tu sais, au début, je me souviens, les gens étaient curieux, mais partant un peu avec le préjugé de reculer plus loin. Tu sais, les cidres dans le temps de nos parents, là, qui fallait que tu te bouches le nez pour les boire, j'exagère, mais c'était loin d'être la qualité qu'on a aujourd'hui, mais on dirait que ça, puis je n'aimerais pas les brands nécessairement, mais certains brands de bière très, très grand volume, qui sont brassés en énorme volume, faisaient que les gens n'imaginaient pas le côté qualitatif qu'on pourrait développer ici au Québec. Mais déjà, on sentait que les distillateurs, les producteurs avaient un grand intérêt à mettre leur signature dans le produit et non pas de copier ce qui se faisait ailleurs. Tu sais, je fais un lien avec la gastronomie, parce que nous, notre business, on travaille aussi avec les restaurants, on fait des festivals de restaurants, avec les chefs.
Pendant longtemps aussi, au Québec, on faisait Une une copie-collée un pizza peu. Ouais. québécoise, tu sais, où on faisait un fettuccini québécois, mais c'était toujours des termes ou des plats qui avaient été développés à l'international, qu'on utilisait le même mot, puis qu'on disait qu'on le faisait à la québécoise. Ça, on le moins. Un gin, c'est une catégorie. Sauf que ce qu'on sentait ici, c'est que déjà les producteurs avaient l'intérêt de dire, nous, ça va être caractéristique à notre terroir, qu'est-ce qu'on va faire. Ça ne sera pas juste un London Dry, mais fait à Québec. Ça, rapidement, on l'a senti. Mais moi, tu as raison, parce que j'ai commencé à goûter des amaretto fait au Québec, ou des affaires comme j'ai goûté une affaire qui venait du Nord. Parce que la distillerie, mais elle avait payé des noisettes du Nord, puis elle avait fait des drinks qu'on trouve uniquement ici. Puis je voyais, il y a un travail en arrière de ça. Moi, souvent, je vois des événements internationaux, que ce soit One Pair en Allemagne, des fois comme ça en France, tout ça, ou même aux États-Unis, tout ça. Puis on voit le côté, c'est comme les investissements, c'est très cher un investissement de mettre en place ça. Que ce soit ces grossiers, cette affaire-là. Le côté local, c'est important, diversifier cette affaire-là. Mais tu vois, il y a eu le crash qui s'en vient, tu sais, qu'on se parlait au début, il y a un gros crash qui s'en vient de ça. Des gros investissements locaux-là, puis on voit même des compagnies comme c'est Diageo, tout ça, qui viennent fermer leur usine, qui allaient construire en Sainte-Catherine, en Ontario, tu sais. Ça, c'est un marché qui est vraiment difficile. Toi, c'est sûr que, comment tu vois ce marché-là qui s'en vient? Parce que il y a des belles machines qui existent encore, comme à Trois-Rivières, c'est nos amis le Lapin, ils font des bons drinks, eux autres, et toutes ces affaires-là. À Montréal, il y a 2-3 distilleries qui font de la bonne job, mais c'est de la job très difficile à travailler, tu sais. Toi, qu'est-ce que tu vois dans le marché qui s'en vient, que tu l'as vu depuis 10 ans de ça? Puis, comme je disais au début, l'importance du cocktail dans les bars, qu'est-ce que tu vois à long terme? Question dans tout ça, ce que je peux te dire déjà en partant, c'est que le crash, il est commencé. Il ne s'en Ouais. vient pas, on est dedans. Tout ça, déjà. On a vraiment les deux pieds dedans. Cette année, pour te donner un peu le topo de qu'est-ce qu'on a vécu sur Bull Whisky Gastronomie 2025, là, qui est dans 2 semaines, nous, on n'a jamais eu un enjeu de faire un sold-out autant sur nos kiosques que sur notre billetterie. On touche du bois, mais on a toujours réussi à remplir. Cette année, c'est la première année où est-ce que j'ai 5 kiosques qui n'ont pas été vendus. Et il a fallu travailler très, très fort pour faire de la place aux distilleries québécoises. Pas parce qu'ils ne croient plus à l'événement, c'est que les coffres sont vides. Mais les coffres sont vides et le forecast de qu'est-ce qui s'en vient n'est pas plus rose parce que là, on a un minimum de 12 à 18 mois d'épuration. Je n'aime pas le terme, mais c'est ce qui va se passer. Parce que ça reste un business à la fin de la journée. Tu as beau faire le meilleur des produits, si ton produit, tu ne fais pas l'effort de bien le positionner sur les tablettes, dans les planogrammes, dans les circulaires, on a un monopole, tout le monde le sait, là, avec la SAQ, mais reste qu'à la fin de la journée, c'est que si ton produit est dans 120 SAQ, puis tu as deux planos en 120 SAQ, mais que ça fait des mois et des mois que tu vends une bouteille aux 10 jours, ben, ce qui arrive, c'est que c'est dommage, mais ton voisin d'à côté risque de dire, ben, moi, je double la mise, puis je tasse mon voisin. Il ne te tassera pas toi parce qu'il ne sait pas que c'est toi nécessairement, mais lui va avoir l'opportunité d'aller bêter puis d'utiliser l'espace que toi, finalement, la SAQ va te sortir parce que tu ne génères pas de volume. Et là, actuellement, les distilleries se font délister en grande quantité. Fait que ça, c'était peurant. Ça, c'est ce qu'ils vivent actuellement. Et nous, cette année, ce qu'on a fait par rapport à ça, c'est qu'on a lancé une perche. On le savait, mais on ne l'avait pas vécu. Quand on a commencé à faire les envois infolettres, les cold calls, tout ça, puis là, on se rend compte que, wow, Ongava n'est pas là cette année. Ça ne m'est jamais arrivé en disant, Ongava n'est pas là, on n'a pas le budget, ça a été coupé. OK, on se pose peut-être des questions. Quand il y a des plus petites distilleries qui nous l'expliquent, on n'a pas les moyens, tout ça. Fait que notre façon de pallier à ça, c'est qu'on a tendu une perche à la SAQ qui reconnaît pas le festival, puis on leur a dit, avez-vous un peu de love money, un peu d'argent marketing, last minute? Là, les distilleries, ils en arrachent. Il y en a là-dedans qui en arrachent, pas parce qu'ils travaillent mal, parce qu'il y a aussi une certaine conjoncture économique. L'alcool est aussi en baisse de vitesse, mais de façon mondiale. On t'a parlé tout à l'heure du low alcool, du sans-alcool, c'est une chose, mais le faible en alcool prend aussi énormément de volume. Ah ouais. Ce qui fait que les ventes sont moins au rendez-vous. Mais là, nous, on voulait se positionner comme il y a des distilleries qu'on doit supporter
parce que tout le modèle d'affaires est intéressant, leur façon de travailler est intéressante, mais les 12 à 18 prochains mois qui s'en viennent vont être tough. Donc, c'est jamais une bonne idée de dire je coupe mon marketing puis je m'en vais pas à l'avant pour voir mes clients. Mais quand tu n'as plus une scène, tu n'as plus une scène. Fait qu'on, la SAQ a accepté de commanditer une zone Québec SAQ au festival dans 2 semaines à Bulle et Whisky. Donc, il va y avoir 15 distilleries qui vont avoir payé 50% moins cher pour être présentes grâce à la commandite que la SAQ nous a donnée. La commandite nous permettait aussi d'accentuer le marketing alentour des distilleries québécoises dans tout notre plan de communication, toute notre stratégie globale. Bien, ça, c'est un geste qu'on a posé grâce aussi à l'intérêt ou le fait que la SAQ a embarqué. Mais je reviens aux quelques questions que tu as posées tout à l'heure. L'épuration, malheureusement, elle est déjà commencée et elle va continuer. Il va y avoir énormément de distilleries, malheureusement, qui vont fermer. Puis, il y a de l'international aussi là-dedans. Il y a de l'acquisition qui se passe dans le marché actuellement. Impressionnant, toi. Ça a commencé quand même plusieurs années. Quand on a eu les breakthrough beverage qui sont arrivés avec Diageo, justement, puis les grandes compagnies, les Brown-Forman, qui tout d'un coup font des merges ou se font acheter parce qu'ils vont gagner 20 000 portes en Amérique de distribution. Ça aussi, ça devient inquiétant parce que ça devient un peu un modèle presque de quasi-monopole par 3 ou 4 grandes entreprises ou même conglomérats. Donc, comment une distillerie locale est capable de survivre au travers de tout ça? La plupart de ceux à qui on parle nous expliquent que leur vision des prochaines années, c'est de plus en plus de cogner aux portes de l'international pour ne plus dépendre de la SAQ pour leur revenu, malheureusement. Est-ce que toi, quand tu vois dans le marché, parce que tu as une force de 10 ans, puis en plus, tu es dans les bars, tout ça, est-ce que tu vois que peut-être le futur, c'est des fusions, que ça vienne un peu, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu comme tu dis, des AGO, que nous autres, on reçoit des courriels, puis des drinks d'eux autres, parce qu'à chaque semaine, eux autres disent, on va acheter ça, on va acheter ça, on va acheter ça, on va acheter ça. Est-ce que tu penses que la mise en place d'un gros regroupement, pas un regroupement, disons, vraiment une grosse identité nationale québécoise, des petites distilleries ensemble pour être quelque chose d'intéressant pour tout le monde? Je pense pas que ça peut nuire. Je pense que la force d'un groupe peut toujours être intéressante, surtout quand on parle de visibilité, de mise en marché, commercialisation. En fin de la journée, tout le monde en a un petit peu chacun dans sa poche. Donc, c'est comme, oui, ça peut aider. Je pense pas que c'est la solution magique, sauf que si c'est bien structuré, c'est souvent ça aussi le problème, c'est qui va prendre le lead dans tout ça. Est-ce que ça va créer un peu, sinon, des silos à l'intérieur de la grande structure? Il y a un peu un risque aussi à ce niveau-là. Ouais, alors, ça a coupé un peu, hein? Je ne sais pas, est-ce que tu m'entendais bien? Une seconde, c'est tout. Parfait, super. Donc, oui, je pense que ça peut aider, mais je vais donner un exemple de ce qui vient de se passer il n'y a pas si longtemps avec la distillerie Saint-Laurent. Ouais. Ils ont fait énormément d'investissements, c'était un brand nickel, un top produit qui représentait le terroir. Moi, quand j'ai bu la première fois un gin Saint-Laurent, puis qu'on me parlait de l'algue du Saint-Laurent, je l'ai goûté. J'étais comme, oui, ça, c'est vrai que ça vient d'ici. Ça l'a quand même mal terminé. Mais qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Ben, récemment, c'est la nouvelle distillerie Arsenal qui a racheté tous les produits de distillerie Saint-Laurent. Et puis, acheter les gamots liquides, c'est intéressant. Hein? Ouais, et ils vont être à Bulle et Whisky avec un kiosque Arsenal puis un kiosque de la distillerie Saint-Laurent. Donc, la force du marché a fait qu'il y en a un qui a fermé, qui a eu une faillite. Il y en a un autre qui a racheté. Ils vont conserver la marque. Sauf que ça ne serait peut-être pas arrivé avec une autre distillerie qui a 2 produits écarts qui produisent 8 tonneaux par année. On ne serait peut-être pas là. Puis là, il y a un autre volet aussi, peut-être qui serait intéressant à parler. Je vais en nommer justement 3 pour qu'on comprenne. Puis c'est 3 qui sont nos clients, mais quand je parle de Cherry River, Ouais. je parle de Stadacone, je vais parler d'Arsenal. Ce sont 3 grandes distilleries en termes de volume de production qui, du jour au lendemain, sont rentrées sur le marché avec 25-30 produits. Donc, quand ça aussi arrive sur le marché, il y a une saturation parce que la SAQ ne devient pas un Costco du jour au lendemain avec plus d'étalage, plus de tablettes. Donc, il y a ça aussi qui vient chambouler un peu l'équilibre dans le marché. Je ne dis pas que la qualité n'est pas là, mais des fois, il y a des questions à se poser sur comment le marché local va pouvoir faire sa place quand bientôt, avant longtemps, il y a des grandes distilleries qui ouvrent, mais qu'il n'y a pas nécessairement plus
de place pour tout le monde parce que c'est un monopole de la SAQ. C'est pas un marché qui est ouvert. Ça, c'est puis je vois beaucoup le poussage des caisses de 12 sans alcool, les caisses de 6, des affaires comme ça. C'est impressionnant, tu sais. On a vu ça, on les voit dans les IGA, tout ça. Puis, bien sûr, les détaillants spécialisés, en plus, tout ce qui est alcool fort ne peut pas aller dans un dépanneur. Il faut qu'il y ait la SAQ ou tout ça. Mais par contre, quelque chose de plus cool, un petit peu, disons, de plus intéressant. Pas intéressant, quelque chose de plus joyeux. Plus joyeux. Il y a quelque chose d'intéressant avec ça, c'est que moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que le cocktail, de plus en plus, prend sa place dans les bars, puis dans les restaurants, dans les microbrasseries. Ça, c'est quelque chose que j'adore. Puis j'aimerais que tu me donnes un peu de stratégie pour les consultations, pour les microbrasseries. Tu sais, moi, personnellement, comme je disais au début, souvent, c'est presque à 35 à 50% des ventes maintenant, de plus en plus. Puis le monde me dit ça couvert un peu. C'est comme dans le temps que le monde disait ouais, je bois de la blonde, tu sais, d'affaires comme ça. Je bois plus du gros IPA, tu sais. Mais ça s'en vient de plus en plus. Pour toi, comment quelqu'un qui est déjà dans les bars, quelqu'un dans un festival comme toi, c'est quoi l'importance du cocktail? Puis c'est quoi la stratégie que tu mettrais en place pour que ça soit intéressant? Je pense que l'importance du cocktail, c'est l'inaccessibilité pour plusieurs clients de recréer ça à la maison. Euh, on prend la meilleure des double IPA ou des New England, peu importe. Si maintenant on va dans les épiceries spécialisées, on peut la mettre au frigo à la maison, l'ouvrir quand on veut et la boire. Un cocktail, c'est une expérience. Tu sais, on peut faire un cocktail de rum and coke. C'est easy. Et quand on parle vraiment de cocktail, c'est que le client n'aura pas nécessairement l'énergie ou même la capacité ou les notions pour dire je vais me refaire ça à la maison. Donc, il veut vivre cette expérience-là. Et là-dessus, tu sais, de donner une stratégie ou un conseil à une micro, je ne sais pas si c'est des grands mots parce que je n'ai jamais géré une micro, là, mais de mon feeling à moi. Tu connais les cocktails, les drinks qui s'en viennent, les bars doivent t'en parler. C'est sûr que tu es comme moi, tu t'en vas quelque part dans un restaurant puis tu ne peux pas parler avec du monde et checker ce qui se passe. C'est sûr. Moi, je suis sûr et certain. Ah oui, c'est sûr. Ben, moi, comment je vois la chose, c'est qu'il y en a probablement qui vont voir ça comme un grand défi au niveau du staff, parce qu'il faut quand même avoir le staff qui est habilité à pouvoir réaliser les cocktails. Fait que peut-être là-dessus, je suggérerais d'être capable d'aller chercher une expertise qui peut venir, ne serait-ce que créer une carte cocktail avec une formation pour les employés, ou est-ce qu'à ce moment-là, ça serait plus accessible, puis pas obligé d'aller dans les cocktails à 30 qui sont faits par des bar chefs qui ont fait le tour du monde. Là. On n'est pas obligé d'aller là. Ça peut être relativement simple à apprendre, mais aussi s'assurer que c'est des produits qui ne sont pas trop compliqués au niveau du périssable quand vous allez débuter là-dessus. Parce que le but, ce n'est pas de générer de la perte non plus à la fin de la journée. Parce que si on met un jus de lime Minute Maid, ça ne goûtera pas comme un jus de lime frais. Sauf que si tu gères mal ton jus de lime, il va être brun, il va être bien plus belle avant dans les égouts. Alors, moi, ce serait peut-être la première chose. Mais aussi, j'imagine, quand on me parle de micro, j'imagine certaines qui sont vraiment plus axées sur le one-on-one client, parler beaucoup de la bière et tout ça, mais qui est un endroit où est-ce que j'imagine moins de clientèle, plus intime. Donc, des fois, est-ce qu'on veut s'embarquer avec un back bar qui va avoir 40 spiritueux? Ça peut faire peur, ça aussi. Puis, en engageant un bon spécialiste, il y a des façons aussi d'avoir des cocktails qui ont une bonne portion du produit qui va être en pre-batch. Mais un pre-batch que vous allez faire maison et qui va quand même garder une belle qualité de produit. Parce que nous, en événementiel, quand on gère du gros volume, comme ne serait-ce qu'à Bleu de Whisky dans 2 semaines, on a entre autres un des kiosques qui est Iberville, qui, eux, dans le fond, ça va être une thématique italienne parce qu'ils ont des spirituels italiennes. Mais eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire du gros pre-batch de limonade italienne artisanale faite maison. Puis, à l'intérieur, ils vont avoir déjà le premix d'alcool qui va être bien dosé, puis ils vont mettre ça dans des beaux fûts. Donc, quand les clients vont arriver, ils vont pouvoir couler un des cocktails qu'ils veulent avoir, mais juste le pimper avec 2 ou 3 ingrédients supplémentaires. Donc là, ils vont avoir un service rapide, format dégustation, ça va bien. Ça, à un moment donné, si vous allez dans le pre-batch aussi comme ça, si vous voulez l'essayer, moi, je suis le premier à prendre des flights de bière quand je vais dans une nouvelle micro. Fais-moi goûter tes trucs. Je ne veux pas boire 8 pintes à soir, mais j'aimerais ça goûter quelques-uns. Fait que c'est le fun d'avoir un flight. Avoir un petit flight de cocktail où est-ce que tu travailles sur l'amertume, l'acidité, le sucre, ça peut être aussi intéressant pour ouvrir, parce que le client, il cherche une expérience aussi à la fin de la journée. Puis comme quand on va manger au resto,
C'est rare que tu commences par le dessert. Tu as le droit, je te juge pas. Mais c'est rare que tu commences par le dessert. Mais quand tu vas aller aussi dans un pub, dans une micro, dans un bar, ça se peut que tu aies le goût de tes papilles voyagent un peu. Que tu ne sois pas juste sur le même type de saveur de A à Z. Fait que d'amener un cocktail, ça peut juste faire un amuse-bouche pour aller ailleurs. Puis, ben, ça t'achète aussi. Tes cocktails, ils peuvent être un petit peu plus élevés en alcool. Parce que si tu as la clientèle pour, quand tu arrives avec des cocktails à 2 onces, 2 onces et demi d'alcool, le but, c'est pas de saouler ton client. Par contre, ça peut faire un beau début de soirée pour après ça tomber dans une bière qui est un petit peu plus, pas légère, mais qui est un petit peu plus équilibrée, mais qui, c'est ça, t'as bien réchauffé pour commencer la soirée, là. C'est vraiment bon. Là, je pense que. Mais prenez notes, tout le monde. Je pense que c'est vraiment une bonne stratégie derrière ça. Toi, le mocktail, où est-ce que tu vois le mocktail aller au Québec, puis dans tes événements à toi? Parce que moi, je l'appelle quand je suis revenu de la pandémie, je suis allé faire beaucoup de festivals, puis le mocktail est rentré avec férocité, même partout. Toi, est-ce que dans ton festival à toi, puis au Québec, comment tu vois ça, le futur du mocktail, puis les sans-alcool, ça fait comme ça? Je pense que c'est plus une mode, c'est rendu vraiment dans les mœurs aujourd'hui. Les gens ont adhéré au mocktail. Faible en alcool aussi, il ne faut vraiment pas le Ah négliger. ouais? Tu sais, quand on parle de faible en alcool, je reviendrai au mocktail. Quand on parle de faible en alcool, je vais vous donner un exemple qu'on va avoir dans 2 semaines, que j'ai goûté à la grande dégustation à Montréal en novembre dernier. Ah Ouais. ouais? Ben, ça fait longtemps. Je suis arrivé au kiosque d'Artera. Puis Artera avait un vigneron français qui était là avec ses vins sans alcool. Il y a vraiment des vins désalcoolisés. Donc, il part vraiment du produit alcoolisé, puis il va l'amener désalcoolisé. Il y avait une bulle, donc un mousseux. Donc, curieux, on le goûte. Mousseux quand même bon. On s'attendait à du gros sucre pour aller compenser un peu l'alcool. Pas du tout. Oui, il y avait un petit peu plus de sucre qu'un mousseux sec ou brut, mais quand même un beau produit. C'est intéressant ça. Lui, il nous a amené dans une voie, il dit, ben justement, pour les gens des fois qui veulent juste alterner pour pas nécessairement aller dans le sans-alcool, mais aller dans le moins élevé en alcool. Il dit, prenez mon mousseux, ajoutez un amermelade ou un apérole à l'intérieur, puis faites-vous un apérole spritz avec ce mousseux-là. OK. Fait qu'à ce moment-là, au lieu d'avoir eu une bulle qui est à 13 d'alcool, tu vas avoir une bulle à 0. Tu vas ajouter ton apérole à 15 je ne me souviens plus exactement le pourcentage, mais au final, ton cocktail va être à s'y méprendre pratiquement identique à un apérole spritz, mais tu vas avoir pris peut-être la moitié de l'alcool que tu aurais pris dans un cocktail habituel. Fait que ça, c'est un mouvement qui va beaucoup développer dans le futur parce qu'on enlève aussi le stigmate de ouais, un peu là, le sans-alcool, arrêtez de m'écœurer avec votre sans-alcool. J'ai-tu le droit de boire? Moi, j'ai-tu le droit de boire? Jugez-moi pas. Mais ça se peut aussi que des fois, tu dis, ben, ce serait juste le fun que ma soirée dure plus longtemps ou que je demeure plus en contrôle et que je me sente dans la gang. Il y a ça aussi, il y a l'aspect que là, on le vit moins, mais on sent un peu un jugement des fois. Là, je ne parle pas pour moi, là, je parle en général de ce qu'on entend par la clientèle. Sentir un jugement, dire de ben, as-tu une carte sans alcool? Ouais, t'es pas festif ce soir, tu te poser des questions. Déjà, d'aller dans une carte en faible en alcool, ça vient faire un entre-deux, puis je pense que tout le monde peut être heureux. Pour en revenir au mocktail, je pense, on n'est pas sur un plateau, pas du tout en termes de, je pense, de volume de consommation, mais je pense que pour ce qui est du développement de l'offre, il va être beaucoup moindre dans les prochaines années. C'est-à-dire que oui, il va y avoir de plus en plus de SKU différents. Je ne pense pas qu'on va tant que ça réinventer le mocktail comme on a, mettons, débuté il y a 6 ou 7 ans, avec ce qu'on est rendu aujourd'hui, où est-ce que ça a explosé, où est-ce qu'on nous a fait voyager dans toutes sortes de trucs dans les produits qu'on nous offre. Je pense que là, on a quand même fait un bon tour de roue. Ça va se fine-tuner un peu. Mais moi, ce que je vois, c'est beaucoup le RTD, le prêt-à-boire en mocktail qui va aussi exploser. Mais avant longtemps, il va y avoir un problème. Ben, il va y avoir un problème. Est-ce que ça va être une opportunité? Peut-être aussi, parce que c'est la SAQ à la fin de la journée. Qu'est-ce qui va se passer avec ça? Et à la limite, là, je vais exagérer, mais viens chez moi, là, puis je te fais un Shirley Temple, un bon 7-Up du grenadine. Tu peux dire, tiens, c'est un mocktail. Qui va me dire que c'est pas un mocktail? Je veux dire, à part que j'ai pas mis un produit dedans qui a été désalcoolisé, mais beaucoup de restaurants ont des cartes de mocktail où est-ce qu'il n'y a même pas un gin sans alcool à l'intérieur, que c'est vraiment à la limite une recette d'un bar chef qui fait aller toute son expertise pour avoir un spray d'huile essentielle avec les bonnes herbes, avec la bonne température de service, avec le blanc d'œuf qui va faire mousser. Donc, ça reste une expérience à la fin de la journée. Fait que je pense que le mocktail
va augmenter en volume de vente, mais va probablement devenir plus un acquis de consommation régulière dans nos déplacements, dans justement nos prêts-à-boire, dans comment on accueille nos amis, notre famille à la maison, quand on dit toujours le fidèle, qu'est-ce que tu as le goût à boire? Prendrais-tu une bière, un verre de vin, une bulle? On dit pas mal toujours ça. Je pense que ça, c'est appelé à changer qu'on est rendu là. Ben, excellent. Ben, écoute, on pourrait parler des heures là-dessus parce que je pense que le cocktail, le sans-alcool mocktail, il y a plein de choses à parler. Ton festival, c'est sûr que c'est un festival que je vais essayer d'aller, bien sûr. Il faut que j'aille un jour à ce festival-là. Tout le monde m'en parle du festival. Ça, rappelez-vous tout le monde, du 6 au 8 février, bien sûr, vous allez à Québec, au Manège militaire, Voltigeur de Québec. Plus de 350 produits. On fait 10 ans. On fait 10 ans de party. Pas mal ça, c'est 10 ans de party. On dit que c'est un 5 à 7 éternel. Ben, tu vois, déjà, c'est bon déjà. Écoute, Yann, merci beaucoup pour ton temps. Comme je dis, je vais essayer d'aller cette année là-bas parce que, comme je dis, pour moi, c'est côté pour Baron Mag, le côté B2B, j'aime beaucoup ça, le côté à l'arrière de ça. Est-ce qu'à long terme, tu pensais peut-être mettre le matin une affaire de conférence B2B? C'est quelque chose que tu aimais ça pousser à long terme? C'est une excellente question qui est revenue depuis plusieurs années. Puis on était rendu là un peu avant la pandémie à essayer de développer, un peu à l'image de Tales of the Cocktails Ah ouais. Louisiane, où est-ce que dans plein d'hôtels et salles de la ville, il y a toutes sortes de conférences, même très nichées pour le B2B. On souhaite le faire, mais on dirait que la tendance, nous, ce qu'on vit l'année passée et cette année, même nos classes de maîtres ont beaucoup diminué en termes d'achalandage. OK. Donc, oui, on souhaite le faire, mais je pense que le marché avait besoin de bien se repositionner post-pandémie avec des nouveaux bartenders aussi qui sont là. Tu sais, il y a eu un certain roulement dans l'industrie aussi. Fait que la réponse à la question, c'est oui, on souhaite le faire. Est-ce que maintenant, ça va aller à la vitesse de l'éclair? Je pense que ça va être graduel dans les prochaines années. Mais ça nous prend ça. Ça prend ça pour comprendre. Ça prend ça pour voir qu'est-ce qu'on veut savoir de plus. Oui, parce que bon, nous autres, nos amis à Barmag en France, ils font 2 gros événements à Paris, eux autres, puis c'est vraiment le côté des conférences au début, en soirée, on fait nos événements, tout ça. Comme tu dis, en Tunisie, il y a beaucoup d'événements comme ça qui se font en vie. Même, je vois beaucoup de cette année Baron Mag, ce qu'on a vu beaucoup nous autres, c'est l'industrie qui veut comprendre qu'est-ce qui se passe, où placer l'argent, parce que comme tu dis, il y a moins d'argent, moins d'affaires. Mais tu sais, 10 ans, puis même peut-être plus de ça, d'années de bar, tout ça, il y a quand même une façon de, tu sais, c'est une façon de servir, une façon d'essayer de parler au monde, une façon de mise en place, de faire de l'argent avec ton cocktail, tout ça. Puis les bulles, bien sûr, puis la gastronomie qui est avec ça. Et ça, c'est une expérience que le monde veut comprendre, où investir cette affaire-là. Puis je pense que vous avez quelque chose d'intéressant à l'arrière de ça. Puis bien sûr, à long terme, est-ce que les festivals de cocktails vont continuer, des spiritueux? Est-ce que c'est quelque chose qui doit évoluer, un peu comme tous les festivals dans le monde, tu sais? C'est pas seulement dans les bières, c'est tous les festivals doivent changer, toutes les conférences doivent changer, ça fait comme ça, tu sais. Puis, je trouve ça intéressant de peut-être avoir un volet conférence le matin, parler avec le monde, l'industrie, se parler entre eux autres, pleurer entre eux autres, parce que c'est ça, c'est un peu le côté de mon pleurer entre eux autres au début, parce que c'est pour ça que l'alcool est là. On boit tout le monde, puis on est content après ça. Mais je pense qu'il y a un côté volet. Je sais qu'il y a du monde qui m'en parlait de ça, c'est comme avoir un volet des discussions, tu sais, qu'est-ce qui se passe dans ce marché-là qui s'en vient, tu sais. Ça prendrait même plus que ça. Ça fait des années qu'on milite, nous autres, pour que le data fasse son entrée encore plus dans nos salons. Et ça, c'est un gros défi parce que, bon, nous, les spiritueux, tout se vend en SAQ. Ouais. Donc, toutes les SKU sont programmées en SAQ. On n'a pas accès à ce back-end-là. Puis, ils sont quand même ouverts là, à discuter avec nous, mais on n'est pas rendu là. Sauf que moi, d'avoir du data tangible pour mes exposants sur c'est quoi le retour sur investissement d'avoir été présent, parce qu'actuellement, c'est de l'intangible. Ils rencontrent des clients. À la limite, ils vont avoir un ou deux acheteurs de restaurants ou d'hôtels qui vont venir à leur kiosque, qui vont faire de la commande. Pour eux, ça va être done deal. On était heureux d'avoir été là. Mais le consommateur, lui, jusqu'à quel point, quand il va être passé de voir, goûter ton produit, jusqu'à quel point il va convertir vers une vente. Nous, on veut avoir des bornes interactives dans le cadre de l'événement où est-ce que des promotions inspirent si c'est SAQ ou un effet levier, un leverage qui va faire que tu es dans un mindset heureux. C'est un 5 à 7 qui est le fun. Tu goûtes des beaux produits. Mais quand tu l'as goûté, c'est wow! Si à côté, tu as une façon facile de prendre ton téléphone, scanner, dire parfait, je le mets dans mon panier d'achat, là, on va être en business déjà plus pour ce qui est de l'évolution de notre concept de dégustation pour générer des ventes. Mais malheureusement, la machine n'est pas prête encore pour ça. Puis pour la préparer avec soit du RFID ou NFC, surtout le RFID dans tous les bracelets électroniques connectés, tout ça,
On a essayé de le faire, nous, pour notre prochain festival qui est en mai. On lance un festival international, nous, en mai, qui va être le Festin Festival. Festinfestival.com. Je n'ai pas parlé aujourd'hui, je n'avais pas le goût de faire cette pub-là, mais ça sort aujourd'hui, je pense, les premières pubs ou lundi. Là, je suis pas on se parle encore dans pas long, encore. Festinfestival.com va avoir le retour d'un rendez-vous international de vin spiritueux à Québec qui va avoir lieu sur Exposité. On attend 10 000 clients pour cet événement-là. On a analysé d'intégrer le RFID. Donc, tout un système qui aurait permis, bien, évidemment, de mettre de l'argent dans ton bracelet, mais ça génère aussi le data. On aurait pu, là, c'est une question de programmation, mais si tous mes exposants ont un petit terminal comme un paiement direct, un petit TPV, ou un téléphone qui est programmé, à ce moment-là, quand quelqu'un goûte une dégustation, il pourrait avoir son listing dans son TPV. À ce moment-là, quand il fait payer les coupons de dégustation, il saurait que cette personne-là vient goûter un gin de tel gin. Afin, à place de compter ses inventaires, il pourrait aussi voir c'est qui le client qui l'a acheté. Pas savoir c'est quoi son nom. Il pourrait savoir un peu, nous, on pourrait savoir c'est un client de telle provenance qui a passé tant de temps à l'événement, qui a passé 10 minutes dans les kiosques, qui parle plus de rhum, qui s'est promené dans une zone qui était plus sur les champagnes haut de gamme. C'est ce data-là qu'on a besoin d'avoir pour comprendre c'est quoi c'est quoi le type de consommation, qu'est-ce que le client recherche. Puis en même temps, ça permettrait d'être capable de mettre un regard sur les investissements comme exposant, parce qu'il y en a un qui peut avoir une belle table avec une nappe, puis il va arrêter ça là. Il y en a un autre qui va mettre du mobilier, il va mettre des beaux chandeliers, il va avoir des employés plus expérimentés. Est-ce que ça vaut l'argent que j'ai mis dedans? Bien, ça nous prend du data pour être capable de l'analyser. Mais malheureusement, Avec les Baron Mac, depuis des années, on écrit des articles sur le data, l'importance. Nous autres, je sais que le monde en veut parce que chaque fois qu'on prend des articles sur Circana, les États-Unis ou des affaires comme ça, le monde, ils lisent tout ça. Le monde capote. Chaque fois qu'on écrit des articles sur les. On n'a même pas une data de keg. C'est vraiment bad. T'sais. Moi, si les États-Unis m'envoient des data de keg, eux autres, puis je suis comme OK, on n'a pas ça ici, c'est un problème, c'est ça. T'sais. C'est intéressant de savoir qu'est-ce qui se vend, comme tu dis. Non. Excuse-moi. Je te perds un peu. Je ne sais pas si tu continues à m'entendre, mais moi, OK, ouais, tu étais figé dans mon écran. Ah non, ouais. Comme je dis, moi, je suis un fan de data, c'est sûr que j'embarque là-dedans. Écoute, on se voit si tout va bien à Québec, sinon dans l'événement que tu me dis. Puis merci pour ton temps, puis j'espère qu'on va partager de l'alcool, pas des motards, de l'alcool. Avec plaisir, si tu décides de venir faire un tour, ben, tu sais comment me joindre. Avec ça, merci beaucoup. Hein? Cheers, passe à toi.